La crise en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002 avait entraîné une forte implication diplomatique et militaire de la France, avec une mobilisation principale de la présidence de la République ainsi que des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Basé sur un suivi journalistique de la durée de la crise et de sa gestion par l'appareil d'État français, cet article décrit le déplacement du centre de décision d'une institution vers une autre, ou d'un groupe de décideurs à un autre, à différentes étapes de la crise. Il met en évidence la dispersion et la personnalisation du pouvoir, dont les acteurs ivoiriens ont su tirer profit. Mon colonel, je vais vous confier quelque chose que je n'ai pas souvent dit, j'ai honte d'être français. L'ambassadeur Gildas Le Lidec adresse cette apostrophe théâtrale à son attaché militaire alors qu'ils observent, depuis le toit de la chancellerie d'Abidjan, les hélicoptères de la force Licorne mitrailler le pont Charles de Gaulle, un symbole fort. En effet, l'armée française n'a trouvé aucun autre moyen d'empêcher les milliers de manifestants venant des quartiers nord de la ville d'assaillir la base du 43e bataillon d'infanterie de marine, BIMA, où se regroupent les ressortissants étrangers. Lors de cette soirée du 6 novembre 2004, la scène spectaculaire des balles traçantes et des obus de 20 mm frappant le parapet dans un éclat d'étincelles, tandis que la DCA ivoirienne impuissante crépite, n'est qu'un nouvel acte dans la tragédie franco-ivoirienne. Pour Gildas Le Lidec, cette pluie de feu marque la conclusion effrayante de la mission que Paris lui avait confiée 2 ans plus tôt, convaincre le président Laurent Gbagbo de se conformer aux accords de paix parrainés par Paris. Les responsables français sont convaincus que c'est même la présidence ivoirienne, probablement Laurent Gbagbo lui ou son entourage proche, qui a contrecarré ce plan en ordonnant le bombardement du lycée Descartes de Bouaké, où se trouvait un cantonnement de la force Licorne. 9 soldats français et un agronome américain ont perdu la vie, plusieurs militaires ont été gravement blessés. Les événements qui ont suivi sont connus, destruction des 2 avions Sukhoi ivoiriens dès leur atterrissage, sur ordre du général Henri Poncet, commandant de la force Licorne, avec l'accord préalable ou ultérieur, on ne sait pas exactement, du général Henri Bintéja, chef d'état-major des armées, suivi de la neutralisation du reste de la flotte militaire ivoirienne sur ordre du président Chirac. Élysée, Défense, Affaires étrangères, ces 3 entités portent, parfois dans des directions divergentes, la responsabilité de la gestion de crise dans l'ancien précaré post-colonial. Dans cet article, nous examinerons les 4 années et demie de crise qui viennent de s'écouler sous l'angle des rapports de pouvoir au sein de l'appareil d'État français. En tant que journaliste chargé de l'Afrique dans un quotidien national, j'ai pu observer certains faits de manière directe, et cette chronique est nourrie par de nombreux échanges off the record, respectant ainsi l'anonymat des sources. Nous constaterons que le centre de décision s'est déplacé d'une institution à l'autre, ou d'un groupe de décideurs à un autre, à différentes phases de la crise. Si les rivalités personnelles ont certainement joué un rôle négatif dans la gestion du dossier ivoirien, elles étaient moins le fruit de simples inimitiés que le reflet de choix stratégiques divergents, dont les motivations restent parfois obscures. Nous noterons ici l'hétérogénéité des positions, dont certains acteurs ivoiriens ont su tirer profit. La personnalisation et le cloisonnement sont 2 caractéristiques spécifiques de la politique africaine de la France depuis les indépendances, héritées de l'ère de Jacques Foccart, 1913 à 1997, où le centre de décision était unique, l'Élysée. Ces caractéristiques continuent d'inspirer les acteurs de la politique africaine, bien que les lieux de décision soient désormais plus éclatés. Selon les responsables des 3 entités mentionnées, Élysée, Défense, Quai d'Orsay, il est établi que la France s'est engagée en Côte d'Ivoire à la demande unanime des parties concernées, y compris des dirigeants ivoiriens, des gouvernements africains et des autres membres permanents du Conseil de sécurité. Malgré cela, en tant qu'ancienne puissance coloniale, la France aurait pu mettre un terme à la crise dès ses débuts le 19 septembre 2002 en repoussant les rebelles ivoiriens et leur soutien burkinabé, ou en les laissant prendre le pouvoir. D'un point de vue légal, la première option semblait être la plus appropriée, compte tenu des 7 accords militaires liant la France et la Côte d'Ivoire. La décision finale prise par l'Élysée, qui consistait à opter pour une séparation des belligérants suivie d'un processus de négociation, a permis de clarifier les relations militaires entre la France et ses anciennes colonies. Pour un État africain, faire appel aux accords de défense est devenu incertain. En effet, ces accords ne prévoient aucun automatisme, sauf en cas d'agression extérieure, laissant une large marge d'interprétation aux politiques. L'objectif était de maintenir une présence et d'influencer les événements sans recourir aux méthodes expéditives du passé. Les signaux d'alerte étaient déjà présents dès août,
avec des télégrammes diplomatiques faisant état de risques de mutinerie à Abidjan. Lorsque la crise a finalement éclaté, elle a été initialement perçue comme une révolte des appelés refusant la démobilisation. Les « mutins », comme on les appelait alors, étaient considérés comme les héritiers des soldats qui avaient participé aux troubles précédents, notamment le coup d'État du général Gueye en 1999. À l'époque, l'implication du Burkina Faso et de la Libye n'a pas été correctement évaluée ou prise en compte. Les putschistes étaient pourtant hébergés dans des résidences d'État burkinabés et n'avaient jamais caché leurs intentions. On peut se demander si les services de renseignement français étaient à ce point aveugles. C'est ce que soutient le général Bintéja lors de son audition devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en janvier 2003. Selon lui, les annonces de complot sont fréquentes en Afrique et il est difficile d'évaluer leur probabilité de réalisation. De plus, les ressources humaines et techniques de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, étaient principalement déployées dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afghanistan, ce qui a pu limiter ses capacités d'action en Afrique. En 1998, 614 coopérants militaires étaient déployés en Afrique, contre seulement 282 en 2006. Il est également important de mentionner que la division Afrique au sein de la DGSE est souvent perçue de manière négative, étant considérée comme un signe de disgrâce. Le régime de Blaise Compaoré, même en supposant que les services français étaient aveugles, a été exempté de tout reproche public de la part des autorités françaises. Malgré cela, Dominique de Villepin affirmera aux journalistes que des messages extrêmement clairs lui ont été transmis. Le Burkina Faso, allié clé de la France dans la région, incarne l'ambivalence de la politique française en Afrique. Bien qu'il soit souvent utilisé comme instrument des actions déstabilisatrices de la Libye, la France est soucieuse de maintenir la stabilité, mais est prête à fermer les yeux sur les écarts de ses protégés, qui peuvent parfois la tenir en retour. La posture « mi-chèvre », mi-chou, adoptée par l'Élysée le 19 septembre s'explique de plusieurs manières. Certains observateurs la voient comme étant due à la faible sympathie de l'État MP envers Laurent Gbagbo, bien que le président socialiste n'ait pas remis en question les liens entre son pays et l'ancienne puissance coloniale. Il est également important de noter que cette attitude n'est pas différente de celle adoptée envers Henri Konan Bédié, renversé en 1999 sans l'intervention de Paris. Laurent Gbagbo est toléré mais pas réellement apprécié, un choix assumé par Dominique de Villepin, qui a quitté le secrétariat général de l'Élysée 4 mois avant la tentative de coup d'État à Abidjan pour devenir le ministre des Affaires étrangères. Il prend en charge le dossier en coordination avec le nouveau conseiller pour les affaires africaines de la présidence, Michel de Bonnecorse, nommé officiellement le 18 septembre 2002, la veille du putsch. Les deux estiment que les facteurs internes sont plus importants que l'implication étrangère. Ils voient cela comme une opportunité de résoudre les problèmes fondamentaux tels que les questions foncières, la nationalité, les recrutements politiques et ethniques dans l'armée, afin de mettre fin à une crise cyclique dont chaque épisode est plus dramatique que le précédent. À la défense, certains militaires préféreraient éradiquer cette rébellion qui s'attaque à un président reconnu par la France. Paris dispose d'une base permanente de 600 hommes à Abidjan, auxquels pourraient se joindre rapidement des renforts d'Afrique et de l'Hexagone. Cependant, la question se pose de savoir s'il est judicieux de vaincre les rebelles en 3 semaines seulement pour que la situation se répète 4 ans plus tard, comme le justifie a posteriori un officier d'état-major. Sur le terrain, la force qui prend le nom de « Licorne » n'accorde pas le même traitement aux rebelles, qu'elle contient au nord de Thiébissou, sur l'axe principal nord-sud du pays, et aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire, Fancy, qu'elle laisse mener une offensive vers le nord en octobre 2002. De plus, Paris apporte une aide logistique aux Fancy, notamment dans le domaine de la mobilité. Le président Chirac et le ministre des Affaires étrangères estimaient avoir fait le maximum vis-à-vis de Gbagbo, explique un proche du dossier. Cependant, Laurent Gbagbo se sent trahi par la France et utilise la presse et les manifestations dans la rue pour exprimer son mécontentement. Le fait qu'un des principaux leaders de l'opposition, Alassane Ouattara, ait trouvé refuge à la résidence de l'ambassadeur de France, après avoir échappé de justesse à un escadron de la mort du régime, constitue un motif supplémentaire de mobilisation. Les personnes bientôt appelées les « jeunes patriotes » se rassemblent régulièrement devant l'ambassade et le 43e BIMA, ce qui exaspère l'ambassadeur Renaud Vignal, qui n'hésite pas à les qualifier de « jeunes fascistes ». Choqué par l'attitude de Laurent Gbagbo, ce diplomate marqué à gauche réagit avec l'exagération d'un amoureux déçu.
Le 8 octobre, dans une lettre adressée à Honorat de Yedagne, directeur général de Fraternité Matin, Dominique de Villepin dénonce les personnes qui propagent un nationalisme exacerbé et xénophobe, qu'il considère comme des « bourreurs de crânes stupides ». Selon lui, ces personnes sont notamment représentées par le quotidien d'État, qu'il accuse de « hurler avec les loups les plus imbéciles contre la France ». Dominique de Villepin s'implique directement dans la situation et communique personnellement avec la presse. Il souhaite faire de la Côte d'Ivoire le laboratoire africain de sa doctrine en matière de relations internationales. Selon un diplomate, l'idée était de montrer comment gérer les crises africaines à l'avenir, réunir toutes les parties autour de la table, négocier et éviter une crise ouverte et sanglante. Cette doctrine implique que ce soit les Africains eux-mêmes qui négocient la sortie de crise, car il s'agit d'une crise purement interne à la Côte d'Ivoire, précise Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense. Dès la fin septembre 2002, on commence à craindre que la présence prolongée des troupes françaises n'entraîne un enlisement. Le 7 octobre, Dominique de Villepin affirme à nouveau sa confiance dans la médiation africaine, qu'il qualifie d'efficace. Il déclare que la France ne peut pas se substituer aux Africains, tout en déléguant Christian Dutheil de la Rochère, ancien ambassadeur en Côte d'Ivoire, 1994 à 1998, aux discussions de Lomé. Cependant, l'échec des négociations menées sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'augmentation des tensions anti-françaises en Côte d'Ivoire incite le ministre des Affaires étrangères à reprendre l'initiative. Fin novembre 2002, il entreprend une tournée qui le mène, en 3 jours, à Lomé, Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Libreville et Dakar. À Abidjan, Renaud Vignal est contraint de clarifier sa position suite à ces déclarations. Il affirme que la France parle d'une seule voix, représentée par son ambassadeur, son ministre et le président de la République Jacques Chirac. Il insiste sur l'unité de la France dans son affection, son attachement et sa fidélité envers la Côte d'Ivoire. Cependant, l'ambassadeur a créé des difficultés au sein de l'administration centrale en prenant l'initiative de donner refuge à Alassane Ouattara sans en informer préalablement les autorités. Finalement, Ouattara sera exfiltré et Renaud Vignal, rappelé à Paris pour des consultations, ne retournera plus en Côte d'Ivoire. Dans son rapport de fin de mission, il met en garde contre le risque d'enlisement militaire et de pertes humaines. Pour le remplacer, l'Élysée et le Quai d'Orsay choisissent Gildas Le Lidec, un autre diplomate expérimenté et déterminé. Ayant principalement exercé sa carrière en Asie, il a été ambassadeur en République démocratique du Congo de 1999 à 2002, période marquée par le chaos. Pendant les 2 années suivantes, il joue un rôle clé dans le dispositif français en Côte d'Ivoire, en collaboration avec Nathalie Delapalme, conseillère chargée de l'Afrique au cabinet de Dominique de Villepin, puis dans les cabinets de ses successeurs Michel Barnier et Philippe Douste-Blazy. Nathalie Delapalme, dont la discrétion est équivalente à l'étendue de son réseau de contacts, n'est pas une diplomate de carrière, mais est rattachée au Sénat. Elle est toutefois familière du milieu france-africain, ayant travaillé au cabinet de Jacques Godefrin, ministre de la Coopération, de 1995 à 1997, en tant que conseillère technique puis directrice adjointe. Par la suite, elle devient secrétaire exécutive du groupe sénatorial d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Le cabinet, en plus d'organiser les activités du ministre, lui donne des conseils, soumet des instructions à l'administration centrale et aux postes diplomatiques, et transmet ses directives, comme indiqué sur le site web du ministère des Affaires étrangères. Nathalie Delapalme dépasse largement ce rôle, en particulier à partir de fin 2002, lorsque Dominique de Villepin s'implique personnellement dans le dossier ivoirien. En tandem avec le ministre, elle organise un voyage décisif en Côte d'Ivoire début janvier 2003, une idée soutenue par Villepin et convaincante pour Chirac, selon un diplomate. Ce voyage aboutit aux négociations de Lina Marcoussi. Villepin a en tête des projets ambitieux, inspirés par le président sénégalais Abdoulaye Wade, tels que réunir les parties prenantes à Paris pour relancer un dialogue politique, puis valider la sortie de crise lors d'une réunion des chefs d'État. Il réaffirme une fois de plus que la France ne se substitue pas aux Africains, mais que sans son intervention, on aurait pu craindre des milliers de morts. On n'a sans doute pas mesuré, sur le moment, la portée historique pour les relations franco-africaines de ce voyage qui vit un ministre français aller négocier directement avec une rébellion dans son fief. Le message porté à Bouaké est en substance celui-ci: nous comprenons ce qui fonde vos revendications, mais nous ne pouvons cautionner la prise des armes.
Un président se désigne par une élection. On va légitimer le combat des rebelles, à condition qu'il ne soit que politique, explique un diplomate. On exige donc un cessez-le-feu général des groupes rebelles, y compris ceux de l'Ouest 12, censément incontrôlables mais en réalité largement téléguidés par le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, groupe leader. À Abidjan, Dominique de Villepin obtient l'essentiel de ce qu'il souhaitait, le renoncement, provisoire, du régime Gbagbo aux mercenaires blancs, dont il avait involontairement croisé quelques représentants à l'aéroport de Yamoussoukro, et son accord pour que le Front populaire ivoirien, FPI, vienne négocier en France. Dans l'avion qui le ramène à Paris, prolixe malgré les avanies infligées par Laurent Gbagbo, le ministre marathonien fait un parallèle entre ses éclats en cours concernant l'Irak et sa gestion de la crise ivoirienne. Je pratique une diplomatie du mouvement, déclare-t-il. Pas celle de la précipitation, mais celle qui trouve le bon moment. Pour la Côte d'Ivoire, nous attendions une fenêtre d'opportunité pour agir, et nous l'avons saisie. Sa doctrine, avancer quoi qu'il arrive. On a toujours raison quand on agit. Ce qui n'empêche pas des déconvenus, imputables au manque de réflexion, des autres uniquement. Je fais du bouche à bouche tous les matins pour ranimer le quai, déclare-t-il off the record. En se rendant personnellement à Bouaké, fief du MPCI, future Force Nouvelle, Dominique de Villepin crée un précédent et entend poser une nouvelle doctrine d'intervention, mais il s'inscrit au fond dans le traditionnel interventionnisme de la France au sein de son précaré. Par ce voyage qui confère symboliquement à la rébellion une légitimité égale à celle du pouvoir légal, il braque Laurent Gbagbo qui, sur le moment et jusqu'à la période actuelle, ne va jamais jouer le jeu du règlement d'inspiration française. 3 Français partageront pendant 8 jours le huis clos des délégués ivoiriens à Marcoussis, le président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, qui mène les débats, Nathalie Delapalme, conseillère pour l'Afrique de Dominique de Villepin, et Alain de Jamet, ancien représentant permanent aux Nations Unies. Un colonel des troupes de marine, Frédéric Pince, assistera aux négociations en tant que personnalité qualifiée, au titre du ministère de la Défense. Quelques diplomates français connaissant bien les dossiers qui fâchent ont préparé le terrain, à l'image de Jean-François Desmazières, chef du service de coopération et d'action culturelle à Abidjan, auteur de fiches très détaillées. Toutefois, aucun spécialiste de la Côte d'Ivoire n'est invité ni consulté, par exemple sur la question foncière, alors que les compétences ne manquent pas. Outre le juge sénégalais Kéba Mbaye, qui assiste Pierre Mazeaud, 4 diplomates représentent la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Au fond, nous avons revisité les thèmes du Forum de réconciliation nationale de 2001, explique un participant. Des réunions étaient menées sur chacun de ces thèmes, et si un blocage intervenait, on interrompait la séance pour des consultations bilatérales. Entre les participants français, les 8 jours de négociation ne sont pas un long fleuve tranquille. Vincent Hugeux relate ainsi. Dans la coulisse, une sourde bataille a opposé Pierre Mazeaud aux africanistes des affaires étrangères, suspectés de complaisance envers le clan Gbagbo. Descendant de son piédestal, Mazeaud ira jusqu'à demander à Jacques la tête de Gildas le Lidec. Je l'ai obtenu, prétend-il, mais trop tard. Malgré les tensions franco-françaises, les négociations de Marcoussis semblent être un succès en surface. Les partis politiques et la rébellion sont parvenus à un accord sur les réformes fondamentales à entreprendre et sur un calendrier de sortie de crise. Le sommet final à Paris, en présence de 8 chefs d'État africains et du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, approche. Pendant ce temps, le ministère français de la Défense s'efforce de protéger la communauté française des attaques des patriotes et fournit des informations prouvant que ces violences sont orchestrées par la présidence ivoirienne. L'Élysée et le Quai d'Orsay travaillent en étroite collaboration pour conclure l'accord final. Cette phase ultime consiste principalement à exercer des pressions sur les parties prenantes, en commençant par Laurent Gbagbo, qui a bien compris que l'accord lui ôte ses principales prérogatives et qui a montré sa capacité de nuisance lors des manifestations d'Abidjan en novembre 2004. À plusieurs reprises, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont explicitement menacé le président ivoirien de le traduire devant la Cour pénale internationale, ainsi que son épouse, en raison de l'existence d'escadrons de la mort liés à la présidence. L'accord finalement ratifié par Laurent Gbagbo au centre de conférence de l'avenue Kléber laisse perplexe même certains de ses propres artisans.
Certains diplomates qui travaillaient sur le dossier à l'époque se souviennent que l'idée de confier les portefeuilles de la défense et de l'intérieur à la rébellion, soutenue par de Villepin mais annulée 3 mois plus tard, avait été considérée comme une erreur qui ne passerait jamais. En fin de compte, Gbagbo a peut-être joué un tour à ses adversaires en sachant que cette répartition des portefeuilles était inacceptable pour son camp et humiliante pour l'armée, que la France avait commis l'erreur de ne pas associer aux négociations de Marcoussis. S'ouvre une nouvelle phase de près de 2 ans au cours de laquelle Paris semble pris en étau entre un clan présidentiel manipulateur et une rébellion qui prend goût à une quasi-sécession. Même l'appareil d'État français commence à se fissurer, divisé par des querelles entre partisans de différentes stratégies. Pendant les mois qui ont suivi Marcoussis, nous avions l'impression d'avoir trouvé une solution, se souvient un diplomate. Toutes nos tentatives tournaient autour de cette idée fixe, nous finirons bien par convaincre Gbagbo. Certains d'entre nous ont mis plus de temps que d'autres à admettre qu'ils ne joueraient jamais le jeu. La question de la crédibilité à accorder à Laurent Gbagbo, et par extension à l'opposition, armée et non armée, est au cœur des divergences internes en France. Au départ, l'appareil d'État semblait unanime sur une ligne simple, mettre en œuvre les réformes décidées à Marcoussis, désarmer simultanément et se diriger vers des élections. Mais tout cela dépendait du président Gbagbo. En disposant, grâce à des alliances, d'une majorité des voix à l'Assemblée, ce dernier ralentissait à sa guise l'adoption des lois de Marcoussis. Il jouait sur sa prétendue difficulté à tenir les éléments durs de son entourage, se présentant ainsi comme un rempart contre le chaos. Comptant sur l'organisation d'élections sous surveillance internationale à l'échéance d'octobre 2005, Paris entame des démarches insistantes en vue de la mise en place d'une opération de maintien de la paix de l'ONU, opération par ailleurs cohérente avec sa volonté de ne pas rester dans un tête-à-tête franco-ivoirien. En dépit de son bras de fer avec les États-Unis sur l'Irak, la France obtient le passage sous casque bleu, en avril 2004, des 1300 soldats de la paix ouest-africains, renforcés par 4400 autres soldats onusiens. Mais à mesure que les mois passent, les options des différents acteurs français divergent. Certains, Nathalie de la Palme, Gildas le Lidec, Dominique de Villepin, considèrent envers et contre tout Laurent Gbagbo comme le « fil conducteur » de la sortie de crise, quitte à se brouiller avec l'opposition et la rébellion. D'autres, Michel de Bonnecorse, Bruno Joubert, Michel Alliot-Marie, Henri Bintéja, se montrent plus intransigeants à l'égard du président ivoirien. Histoire à suivre.